Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne, et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées
ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Reconnais-tu cet astre majestueux? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour.
Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet, ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient quoi à connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures, et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère. Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée.
Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux, au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète, et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre, et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes. Lève les yeux, cherche un petit point jaune. Et voilà Titan. C'est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune de tout notre système solaire. Et c'est peut-être le seul endroit dans notre système solaire où il y a de l'eau liquide, à part la Terre. De plus, elle possède une atmosphère qui sert de bouclier contre le rayonnement solaire et les rayons cosmiques, tout comme la Terre. Si la vie était une maison, Titan aurait déjà beaucoup des briques qui nous sont nécessaires pour la construire. Installe-toi, tu vas là-bas. Il faut beaucoup de temps pour arriver sur Titan, mais tu sais, la magie de YouTube. Le voici, un peu plus grand que notre Lune et beaucoup plus lourd. Elle est même encore plus grande que Mercure. Cela signifie que sa gravité n'est pas trop forte, tu te sentirais 7 fois plus léger ici que sur Terre. Dans ton gymnase local, tu peux soulever 70 kg. Eh bien, sur Titan, tu pourrais soulever 450 kg. Ah, ça a l'air cool! Sa surface est principalement constituée de glace. Elle comporte de petites montagnes, des cratères et quelques cryovolcans. En gros, c'est la même chose qu'un volcan ordinaire, mais au lieu de lave, cette bête crache de l'eau, de la glace, de l'ammoniac et du méthane. Il y a des lacs et des nuages. Cela ressemblerait un peu à un canyon sur Terre. Mais ici, il n'y a qu'une infime différence. Tout est couvert d'un épais brouillard et parfois il grêle du méthane gelé. Sur Terre, nous utilisons le méthane comme combustible, car il brûle. Mais sur Titan, il n'y a pas d'oxygène. On ne peut pas faire de feu sur ce gros morceau de caillou.
L'absence d'oxygène signifie que tu dois mettre un masque à oxygène. Mais tu n'as pas besoin de porter une combinaison spatiale complète comme sur notre Lune. Titan a une atmosphère plus forte. Mais tu as pris un sweat à capuche, pas vrai? Car il va bientôt faire très froid, genre moins 300 degrés. Le plus froid qu'il ait jamais fait sur Terre était de moins 128 degrés, et c'était exactement au pôle Sud. Il fait si froid parce que l'on est très loin du Soleil, presque 1,4 milliard de kilomètres. Quoi qu'il en soit, ce brouillard dense et cette atmosphère empêchent les rayons du Soleil de réchauffer la surface. Cela semble un peu extrême, mais la vie l'est aussi. Elle peut survivre presque partout. Prends la bactérie Deino. C'est un vieux mot latin. Elle peut survivre aux radiations et à des températures extrêmement basses. Elle a même survécu une année entière dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Titan serait un jeu d'enfant comparé à cela, surtout si on creusait un peu vers le bas. De nombreux scientifiques pensent qu'il y a tout un océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne donne au noyau de Titan un petit peu de chaleur, et en plus, il y a aussi de l'ammoniac dans cet océan. Pour Titan, c'est comme une sorte d'antigel. Tant que l'eau reste liquide, la vie a de fortes chances de réussir. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Les scientifiques ont trouvé de vraies preuves que Titan pourrait déjà abriter la vie. Tiens, regarde ce microscope. Voici C3H2. Elle a été découverte par cet étrange groupe d'antennes qui sont installées dans le désert au Chili. Ici, ils utilisent 66 antennes, toutes pointées vers un même endroit dans le ciel. Cette molécule de C3H2 peut servir d'élément constitutif de l'ADN, le code de la vie. Certaines personnes pensent que ces molécules étaient présentes sur notre planète il y a des milliards d'années, juste au moment où la vie a commencé. Les scientifiques l'ont également vérifié de leurs propres yeux, car il y a une sonde qui a atterri sur Titan. Il s'est avéré que ces antennes du désert avaient parfaitement raison. Titan a été propulsé en tête de liste des endroits où nous pourrions vivre un jour. Oh, désolé Mars. La NASA a un nouveau projet, la mission Dragonfly. Ils vont envoyer un drone là-bas et explorer Titan plus en profondeur. La mission est toujours prévue dans 6 ans et la fusée atteindra la Lune de Saturne 9 ans plus tard. Nous allons donc devoir attendre un certain temps avant de faire nos bagages pour aller nous installer sur Titan. Une fois que Dragonfly aura atterri à la surface de Titan, il va se balader partout comme une sorte de double hélicoptère. Il aura 8 hélices d'1 mètre de large. Comme la gravité est faible, c'est plus que suffisant pour donner au drone une bonne vitesse de croisière. Il pourra voler à environ 3 km vers le haut et décoller et atterrir à la verticale comme un hélicoptère normal. Le principal problème de toute cette affaire est celui des batteries du drone. Les scientifiques ont inventé un générateur qui convertit l'énergie des radiations thermiques en énergie électrique. Si tu comprends pas tout, moi non plus. Une seule charge des batteries devrait suffire pour avoir plusieurs heures de vol continu. Le Dragonfly va transporter une importante quantité de matériel de recherche. Il n'est donc pas exactement comme les drones que font voler les gens dans les parcs le dimanche. Il va peser autant que 3 autruches. Il aura 2 foreuses, un tas de capteurs, un spectrotruc pour savoir quels produits chimiques se trouvent dans les environs. Et il aura aussi sa propre station météo, avec une tonne d'instruments pour mesurer la température et les nuages et tout ça. Et comme tous les appareils de nos jours, il sera muni d'une caméra. Prépare-toi à voir des photos incroyables du paysage de Titan. La nuit sur Titan dure environ 8 jours terrestres. C'est à ce moment-là où le drone va se déployer sur toute la surface pour se recharger et analyser des échantillons. C'est long, mais c'est en fait une bonne chose. La distance de Titan à la Terre pose un petit problème. Le retard dans les communications. Lorsqu'ils envoient un signal au Dragonfly, depuis le centre de contrôle de la mission, il doit traverser la moitié du système solaire, ce qui prend plus d'1 heure. En comparaison, le retard du signal vers Mars peut être de 10 minutes, tandis que le retard du signal vers la Lune n'est que d'1 seconde environ. Les scientifiques s'attendent à ce que Dragonfly fournisse plus d'informations sur la possibilité de vivre sur Titan ou non. Certains experts espèrent y trouver ce que l'on nomme une soupe primordiale. C'est toute une sorte de potion avec tout un mélange de choses nécessaires à la vie. Nous avions cette même bonne soupe sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, et tous les organismes vivants qui ont existé ont évolué à partir de cette bouillie d'éléments organiques. Si le projet Dragonfly est un succès et que Titan s'avère être habitable, il aura une autre mission, trouver un endroit agréable où pouvoir nous installer.
Mais créer une colonie autonome sur une autre planète serait certainement la chose la plus difficile que les humains aient jamais faite. Premier obstacle, la production d'énergie, probablement une sorte de centrale nucléaire. Puis viendrait un abri pour les humains et leurs machines. Ces nouveaux bâtiments sur Titan devront nous protéger du froid extrême et des intempéries. Ensuite, l'eau potable et l'oxygène. Il faudrait inventer un moyen de collecter ou d'organiser les deux. Ensuite, des serres pour la culture des aliments. Il faudrait aussi extraire du carburant pour le transport. Heureusement, Titan est rempli de méthane, ce qui est excellent comme carburant. Un énorme problème, la gravité. Comme elle est tellement faible sur Titan, quiconque y vivrait pourrait perdre beaucoup de masse musculaire, ce qui rendrait le travail difficile et même tout simplement la vie quotidienne. Il y a ces satanés cryovolcans qui lancent des trucs au hasard. Ou alors, il nous faut une idée plus radicale et plus audacieuse. Pourquoi ne pas changer l'atmosphère de Titan pour que nous puissions respirer sans avoir à porter une centaine de chapeaux et de gants? Pour faire cela, il faudrait terraformer la surface de Titan. Pendant longtemps, l'atmosphère de Titan a besoin d'être plus riche en oxygène pour que nous puissions respirer, et ce serait bien s'il faisait un peu plus chaud. La prochaine étape serait de créer une biosphère, c'est-à-dire introduire des plantes. Nous pourrions transformer Titan en une jungle luxuriante avec des plantes rapportées de la Terre. Mais à cause de la pression et de la gravité, elles auraient un aspect complètement différent des plantes que nous connaissons. Elles pourraient toutes devenir super grandes, ou peut-être qu'elles se réduiraient toutes à une taille minuscule. En fait, nous ne savons pas vraiment. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la vie est possible sur Titan. Les scientifiques se sont dit récemment qu'il pourrait y avoir aussi de la vie sur Vénus. Elle a en quelque sorte la même taille que la Terre, et les scientifiques l'appellent la sœur jumelle de la Terre. Ils ont découvert un gaz sur Vénus, la phosphine. On suppose qu'il a été fabriqué par des organismes vivants. Il s'avère que non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. Il y a un peu de phosphine qui se balade, mais beaucoup moins que ce que nous pensions au début. Bon, ne jugez pas trop vite les amis, la science sur les autres planètes est super dure. On fait toujours des erreurs comme ça.